Donc, bonjour et bienvenue à tous. Voilà, super. Donc, bienvenue pour ce webinaire sur les différentes techniques et usages du stockage en collaboration avec Negawatt, représenté par Marc Jedliska. Donc, ce webinaire est enregistré. Est-ce que aussi vous pouvez penser à vous renommer avec votre nom, prénom et nom de votre structure? Et si vous pouvez aussi couper vos micros pendant la présentation, ce serait nickel. Les questions peuvent être posées dans le chat et comme ça, on pourra y répondre au fur et à mesure ou à la fin si on a du temps. Donc déjà, qui sommes-nous? Donc, qui a organisé ce cycle de travail sur le stockage? C'est le réseau Les Générateurs. Donc, les générateurs, ils servent de support pour les collectivités. Donc, c'est un support technique, économique et juridique pour les collectivités et les élus qui veulent développer les projets d'énergie renouvelable sur leur territoire. On collabore beaucoup avec Géclair, qui sont là pour soutenir l'énergie citoyenne. Donc, notre mission commune, ça va être de promouvoir les économies d'énergie et les énergies renouvelables pour un Grand Est 100% renouvelable. Donc, les prochaines dates de nos réseaux, c'est pas exhaustif, mais bon, on va déjà commencer par le cycle du stockage. Donc là, c'est le deuxième webinaire. Le premier webinaire, c'était le déjeuner d'avril, qui était sur la flexibilité, le stockage et comment le système électrique va évoluer. Pour le troisième webinaire, l'intervenant est encore inconfirmé, mais il va venir. Et il en est de même pour la visite de site qui devrait être en juillet. Il y a également donc les déjeuners qui sont tous les deuxièmes lundis du mois à midi, donc en visio. Et le prochain, c'est sur l'énergie renouvelable et le paysage. On vous propose également une visite de chantier de la centrale photovoltaïque communale de Hoche, une visite de géothermie couplée au photovoltaïque à Erlstein dans le Bas-Rhin. Et le 12 juin, il y a également une formation cette fois-ci pour comment développer son projet photovoltaïque. Comme dit, il y a encore beaucoup d'autres choses qui vous sont proposées, donc n'hésitez pas à aller checker nos réseaux. Donc un petit contexte très rapide. Actuellement, l'électricité, elle représente environ un quart de notre consommation d'énergie, puisqu'il y a aussi la chaleur, par exemple. Si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, il faudra augmenter cette proportion à 55%. Donc, comment on fait et quelles sont les différentes techniques et usages de stockage? C'est la question à laquelle Marc Jedliska va apporter les premiers éléments de réponse. Donc, j'arrête le partage et je lui laisse la main. Bonjour tout le monde, ceux que je connais et ceux que je connais pas. Donc je suis là au nom de l'association Negawatt et je vais commencer le partage dès que possible. Celui-là doit être le bon. Ça doit être... voilà, c'est bon là? J'ai plus de son, c'est normal? C'est bon, le Oui, c'est partage est bon, bon? c'est bon. D'accord. Ouais, c'est bon, Euh, c'est bon. ok, alors présentation rapide, l'association Negawatt, donc je ne vais pas m'étendre dessus, je pense que vous la connaissez, hein, c'est une association citoyenne de personnes physiques qui fait des scénarios prospectif à 2050 depuis plus de 25 ans maintenant. Donc il y a une filiale qui elle-même a une filiale, on va y passer. Ah, il y a On a trop, surtout... ouais, il y a beaucoup trop. Alors, si Pardon? vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît. Oui. Merci. Donc on est surtout connu pour avoir mis sur les fonds baptismaux la fameuse démarche Négawatt, hein, sobriété, efficacité renouvelable, avec des actions sur la demande et actions sur l'offre. Et on a des résultats qui sont maintenant consolidés sur plusieurs exercices, puisqu'on en est à notre... alors le scénario dont je vous parle là, c'est celui qui a été publié en 2021. On en prépare une nouvelle version pour fin de cette année, comme d'ailleurs RTE et l'ADEME, hein, qui nous ont rejoints dans cet exercice. On a démarré, nous, en 2003, les premiers scénarios. RTE et l'ADEME, c'est plutôt dans les années 2015. Et maintenant, on a un rythme à peu près tous les 5 ans, on sort une nouvelle version. Et comme par hasard, c'est l'année qui précède les échéances électorales présidentielles et législatives. Donc là, c'est les résultats du scénario négawatt, c'est une baisse de la consommation, donc action sur la demande en premier, plus de la moitié de baisse, qui d'ailleurs a été inscrit dans la loi de 2015 hein, pour les anciens. C'est une montée en puissance évidemment des renouvelables, alors de toutes sortes de renouvelables, hein, que ce soit pour la chaleur, l'électricité ou le gaz. Donc là, on a la montée en puissance.
Et on a pour résultat un système électrique, notamment 100% renouvelable. Alors, l'ensemble est renouvelable, pas que l'électricité, mais sur l'électricité, évidemment, c'est là qu'on va en parler plus, avec un résultat en énergie primaire de moins 65%, en tout cas pour le dernier scénario, et surtout une augmentation, alors une évolution dans les vecteurs finaux. Alors, c'était évoqué très rapidement, mais l'électricité est à 25% aujourd'hui. En fait, elle était à 18% en 2020. Elle augmente régulièrement. Dans le scénario négawatt, on suit tout à fait cette tendance-là, qui est assez inéluctable, et on passe à 44% d'électricité renouvelable, pas 55. On conserve une place importante pour notamment le méthane renouvelable, le biométhane, le biogaz, etc. C'est un sujet de débat et c'est une petite divergence avec nos collègues de l'ADEME et du RTE. Néanmoins, on a beaucoup de points d'accord. Alors ici, c'est un résumé de nos points de convergence et de divergence. La référence est 2024. Donc, vous voyez que Négawatt, on a un seul scénario, on fait pas de variante, c'est un choix méthodologique, hein, mais on a une consommation donc qui est à 930 TWh, sensiblement égale à celle de la SNBC précédente. Enfin, la nouvelle n'est pas sortie, mais la 2, on va dire, on est dans le même ordre de grandeur et on est à peu près au milieu des niveaux de consommation d'énergie complète que l'ADEME. On a une part de l'électricité dans la consommation totale qui est aussi dans les mêmes ordres de grandeur. Et la différence avec nos collègues, c'est que nous, on a résolument 100% d'énergie renouvelable. La RTE et l'ADEME, en tout cas dans leurs travaux de 2021, étaient entre la moitié et 100%. Donc on a quand même pas mal de points de convergence. Par contre, là où on a une petite différence, c'est que l'augmentation de la consommation d'électricité, elle est chiffrée pour négawatt à environ 10, 15, alors ce sera peut-être 15-20% maximum, mais en tout cas, c'est plutôt dans la fourchette basse des scénarios de l'ADEME et de RTE. Le scénario S1 de l'ADEME étant un scénario considéré comme presque décroissant, mais voilà, on est assez modéré, mais ça c'est parce que notre consommation totale d'énergie est réduite de manière plus importante que dans les scénarios RTE ADEME. Néanmoins, pour ce qui est de la production renouvelable électrique, qui est quand même beaucoup à voir avec le stockage, hein, on le verra tout à l'heure, on va dire que Négawatt est centriste, c'est-à-dire qu'on ne tartine pas le paysage d'éoliennes ni les toits, y compris des monuments historiques de photovoltaïque. On voit sur ces 3 slides qu'on est centriste par rapport aux travaux de l'ADEME et de RTE. Ça, c'était pour le cadrage général de qui est Négawatt et d'où je vous parle. Maintenant, on va faire un focus sur le système électrique, puisque alors, le stockage ne concerne pas que le système électrique, mais c'est là que c'est plus compliqué à stocker. Hein. Les carburants liquides, par exemple, sont faciles à stocker. La chaleur, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, dans le système électrique, on a une évolution importante. D'abord parce qu'on a aujourd'hui une part très importante de nucléaire, surtout on a des pointes très importantes. La puissance maximum à la pointe de consommation, c'est 90 gigawatts. Alors, historiquement, ça a été un peu plus de 100 gigawatts. De mémoire, ça devait être en 2012 ou 2013. Mais on est dans cet ordre de grandeur. Cette pointe diminue doucement, mais on est quand même entre 80 et 90 gigawatts aujourd'hui. Et une production annuelle de l'ordre de 500 TWh. Alors, ça dépend des années, parce qu'en 2022, c'était beaucoup moins, mais le nucléaire a une présence importante. Et dans le négawatt, comme on est à plus de nucléaire, on a une baisse de la pointe qui est à 60 gigawatts, en plus de la consommation, c'est la puissance là qui baisse. Et puis surtout, on a l'introduction de NR variable, donc l'éolien et le photovoltaïque notamment, qui change pas mal la manière d'opérer le système électrique. Alors, on a pour ça développé un concept depuis quelques années déjà d'un ordre de mérite qui est un peu différent. L'ordre de mérite aujourd'hui, hein, dans le système électrique, c'est uniquement le coût, hein, le prix marginal, donc le kilowattheure supplémentaire ou à retirer, c'est son prix qui va déterminer l'ensemble du système. Nous, on part d'un principe physique, on va dire. Alors, ça ne veut pas dire que c'est déconnecté des problèmes économiques, n'empêche qu'on a déterminé un ordre de mérite physique. Donc la première, quand on a des problèmes d'ajustement entre l'offre et la demande en électricité, la première étape, c'est la flexibilité, alors soit de la demande, soit de l'offre, avec 0% de perte, a priori, enfin, puisqu'on ne produit pas ou on ne consomme pas. On a l'interconnexion des réseaux, qui est une donnée physique et qui permet le foisonnement de l'offre et la demande, avec une perte de 10% à peu près dans les réseaux, mais qui permet à l'échelle européenne notamment d'équilibrer les consommations et les productions. Par exemple, il fait jour plus tôt en Allemagne qu'en Bretagne. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte.
Et puis, on a traditionnellement, si ça marche pas, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, la déconnexion de la production renouvelable, notamment dans les épisodes de prix négatifs dont on parlera tout à l'heure. Sans ça, on fait appel à des productions éventuellement non renouvelables qui soient flexibles, notamment du gaz. Et entre les deux, c'est là qu'on a le stockage. Alors, différents types de stockage, et on va y venir dans le détail, avec des pertes associées qui sont alors de l'ordre de 20%. On peut discuter sur le pourcentage, mais c'est un ordre de grandeur qui est à peu près exact. Et puis, on a une nouveauté. C'était une nouveauté dans les années 2010. Aujourd'hui, c'est des technologies qui sont connues. C'est ce qu'on appelle le power to gas, avec des pertes un peu plus importantes, mais qui permettent de passer de l'électricité à la molécule, et ça, c'est un atout assez important. Donc voilà le schéma d'équilibrage du système électrique tel qu'on le voit. Et tout ça parce que on a, si on reconstitue sur une année type la production et la consommation en système électrique 100% renouvelable, on a des déficits à compenser et des excédents à déplacer. Alors ça, c'est un ordre de grandeur, c'est pareil, il faut pas s'arrêter sur les chiffres, mais en tout cas, le schéma est bien là, et c'est comment réconcilier les deux, ce qui est le sujet du stockage. Alors ce fameux stockage, on a donc voilà le stockage qui est ici. On a pas mal de technologies différentes. Alors je ne sais pas si vous voyez de manière, très nettement, mais en tout cas, il y a deux paramètres. Quand on parle de stockage, en fait, on parle de réalités techniques et économiques très très différentes les unes des autres. Et il y a deux paramètres qu'il faut prendre en compte. C'est la durée du stockage. Donc là, c'est à la verticale. Donc c'est entre les millisecondes pour le système, le fonctionnement instantané du système électrique, jusqu'à alors 1 an ou plus. C'est ce qu'on appelle l'intersaisonnier. Ça, c'est la durée de stockage entre la recharge et la décharge. Et puis, on a le paramètre de volume de stockage à déplacer d'une période à une autre. Donc, on parle de wattheures pour les tout petites quantités, jusqu'à des térawattheures, voire des dizaines de térawattheures. C'est le cas d'ailleurs dans le système mégawatt. On a plusieurs dizaines de térawattheures à déplacer. Et donc, c'est dans ces technologies, on va les regarder par groupe en tout cas. Les premiers, tout en bas, ce sont alors des très faibles quantités d'énergie sur des durées très courtes. Donc, c'est les supercondensateurs, les volants d'inertie. Donc voilà, c'est des coûts élevés, des technologies complexes. On a des doutes sur les maintenances, durée de vie, etc. On va dire, moi, je considère que c'est quasiment pas du stockage, c'est plutôt de l'ajustement instantané de système électrique. Alors, soit le système, soit sur la consommation, etc. En tout cas, on le cite pour mémoire. La deuxième famille de manière de stocker, c'est la chaleur. Alors chaleur latente, chaleur sensible, réseau de chaleur. Alors c'est une dégradation de l'électricité en chaleur. C'est les lois de la thermodynamique, donc c'est pas très efficace. Et si on veut revenir à l'électricité, c'est très compliqué. Néanmoins, ça peut rendre de grands services. Mais on voit que c'est sur des durées, on va dire, d'une semaine, autour de la semaine, et sur des quantités qui sont de quelques mégawattheures ou dizaines de mégawattheures. Donc ça, c'est des technologies qui sont connues, mais dont les possibilités sont quand même assez limitées. Troisième famille, c'est l'air comprimé. Alors, on en a pas mal entendu parler il y a pas mal d'années. On n'en entendait plus parler. Puis là, récemment, il semblerait qu'il y ait un petit regain d'intérêt. Alors, c'est une technologie qui est assez intéressante d'un point de vue efficacité, qui se situe au milieu du tableau. Vous voyez, on parle de jours et de gigawattheures. Le problème, c'est qu'il faut trouver des sites qui sont appropriés. Il faut trouver notamment des cavernes géologiques. Et c'est des coûts d'investissement élevés. Donc, c'est aussi un peu pour mémoire. Donc, il reste les trois grandes familles de moyens de stockage. Celle qui est aujourd'hui opérationnelle à grande échelle, ce sont les stations de pompage turbinage, donc stations de transfert d'énergie par pompage, les STEP, à ne pas confondre avec les stations d'épuration. Donc ça, c'est une technologie qui est éprouvée. Le système électrique français s'en sert tous les jours, depuis des dizaines d'années. Il y a 7 gigawatts installés en France. Par contre, il y a un potentiel qui est assez limité. Les sites propices sont difficiles à trouver. Et puis, il y a probablement aussi des questions environnementales qui se poseraient si on se lançait là-dessus. Alors, il y a un programme d'augmentation des volumes des puissances qui est sur la table, mais qui va pas changer la face des choses. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui en France. L'autre famille, celle-là, elle commence à apparaître et on va en parler un peu plus. Ce sont évidemment les batteries stationnaires, donc qui sont là de l'ordre. Alors c'est très important parce que on en parle beaucoup des batteries, d'avoir conscience que c'est des volumes quand même limités sur des durées limitées aussi. Mais il y a une baisse très importante des coûts depuis quelques années, notamment tirée par l'industrie automobile.
Alors, le besoin de stockage, les volumes de batterie, en tout cas, dont on aurait besoin pour stocker sur le réseau, sont c'est pas grand-chose par rapport aux besoins de batterie dans les véhicules, hein. À l'échelle mondiale, c'est quelques pourcents à peine. Donc, effectivement, c'est l'industrie automobile qui tire l'industrie des batteries à la baisse et qui offre aujourd'hui des possibilités qu'il faut regarder. Il y a un intérêt, c'est qu'il y a une grande modularité, hein. Les batteries, c'est des stacks, hein, donc on peut en ajouter autant qu'on veut. Et on a aujourd'hui des projets qui apparaissent de stockage sur batterie qui sont de très grande capacité. Une offre technologique abondante, il y a pas mal de technos différentes, alors avec des avantages, inconvénients, point de vue technique, point de vue économique, point de vue environnemental. Et puis, par contre, on a aujourd'hui des modèles économiques qui restent quand même assez incertains. On y reviendra tout à l'heure. Et puis la dernière famille, alors voilà, ça c'est juste un slide sur les capacités, les possibilités de chacune des familles. Alors, les grandes familles aujourd'hui, un lithium-ion, c'est celle qui est la plus répandue. On parle de stockage sur 4 heures, ou moins de 4 heures, ou 8 heures maximum, et encore à 8 heures, faut vraiment tirer. Mais on voit que les batteries sur les stockages en jours, en semaines, et encore plus en saisonnier, sont pas du tout adaptés. Donc il faut voilà les remettre à leur place, qui est importante, mais qui n'est pas non plus, qui résout pas tous les problèmes dans un système 100% renouvelable notamment. Et puis la dernière famille, c'est la famille ce qu'on appelle le power to gas, donc qui passe par la transformation de l'électricité en molécules d'hydrogène, notamment via l'électrolyse. Et puis après un traitement, des usages de cet hydrogène qui peut être différent, soit retour direct de l'hydrogène en pile à combustible pour l'électricité, pour la mobilité ou des usages industriels de l'hydrogène. Il y a aussi la possibilité de ce qu'on appelle la méthanation, donc une deuxième étape qui permet de transformer l'hydrogène en méthane renouvelable en le faisant réagir avec du CO2. Et dans Négawatt, ce CO2, on va le chercher dans le biogaz. Alors ça aussi, c'est une particularité de Négawatt, c'est que les molécules, on y tient beaucoup, et comme le biogaz est assez développé, il y a aussi un gisement de CO2, puisque un réacteur de biogaz brut, en fait, c'est à peu près un peu plus de 50% de méthane et 40%, 45% de CO2. Donc on a un stock de CO2 qui est tout à fait qui est capté, donc qui est valorisable, et on s'appuie beaucoup dessus dans le scénario Négawatt. Donc voilà les grandes familles de moyens de stockage aujourd'hui. Alors, le power to gas en détail, ceux qui ont jamais vu le scénario Négawatt, on va le montrer tout de suite. Donc, c'est l'électrolyse de l'eau qui dégage de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc, ce sont des briques technologiques qui sont aujourd'hui toutes connues, hein. L'assemblage est un peu nouveau, mais les briques sont connues et maîtrisées au niveau industriel. Le deuxième, donc l'hydrogène, on peut l'utiliser dans l'industrie, en mobilité hydrogène, mais ça, on en parlait beaucoup il y a quelques temps, on en parle beaucoup moins aujourd'hui. Ma région, notamment Auvergne-Rhône-Alpes, a dépensé beaucoup d'argent pour pas grand-chose sur ce sujet, les stations de remplissage, etc. Donc là, aujourd'hui, c'est une bulle qui a tendance à se dégonfler. Et on peut aussi injecter l'hydrogène en quantité modérée, pas plus de quelques pourcents, dans le réseau gazier. Et donc l'usage en méthanation, c'est une deuxième brique qui est le captage de CO2. Donc là, voilà, l'épuration du biogaz ou du syngas. Donc on a du dioxyde de carbone qu'on fait réagir par la réaction de méthanation ou réaction de Sabatier, et qui donne du méthane, du CH4, qu'on peut injecter dans le réseau gazier, qu'on peut aussi utiliser dans la mobilité GNV ou dans l'industrie. Alors, toutes ces deux réactions produisent un peu de chaleur, et ça serait sur le gâteau, donc qui va permettre d'alimenter éventuellement des réseaux de chaleur. Donc voilà, ça c'est la méthanation. Donc c'est une technologie qui est encore une fois, c'est des briques technologiques qui sont connues et maîtrisées. Aujourd'hui, on n'a pas de modèle économique. Enfin, ce sera très utile quand on arrivera à des taux de pénétration des renouvelables variables, donc éolien et PV. Au-delà de 70-75%, on aura besoin de ce type de technologie. Aujourd'hui, on en est très loin, ce qui quelque part est confortable parce que ça permet de développer. Il y a différentes filières qui peuvent se développer, et donc on a le temps de voir venir avant d'en avoir vraiment besoin. Et donc ça, dans le Sao Négawatt, donc toutes ces technologies, voilà comment on peut s'en servir pour le stockage. Les stations de pompage turbinage, aujourd'hui c'est plutôt c'est plutôt autour de 8 TWh par an, mais on peut monter à 10 TWh en France. Donc là, vous voyez le rapport des volumes, hein. C'est ça, ce que ça permettrait de stocker. On parle souvent des batteries, des véhicules électriques. Alors là, c'est 2 TWh, donc c'est vraiment pas du tout à l'échelle des besoins.
Donc, ce qu'on appelle le véhicule to grid. Alors, il y a le pilotage de la recharge des batteries qui est une manière d'optimiser, mais c'est de la consommation. On peut aussi, certains imaginent que les batteries des voitures pourraient réinjecter sur le réseau le soir quand on est à la maison, etc. Alors, ça peut se faire à l'échelle locale dans un modèle de résidence pavillonnaire avec voiture obligatoire. Mais si on utilisait toutes les batteries des véhicules électriques, ce serait pas grand-chose par rapport aux besoins de stockage. Donc, c'est pas à la maille. Par contre, le Power to Gas, et notamment sa version méthanation, donne accès aux capacités de stockage du réseau gazier, qui sont de 130 TWh. Alors, ce réseau gazier, il y a 10 ans, personne ne savait de quoi ça parlait. On l'a su au moment de la guerre en Ukraine, puisqu'on s'est inquiété du fait que tout ça n'était pas rempli. Mais en fait, le réseau gazier, c'est une énorme batterie qui existe. C'est des cavités souterraines qui ont une capacité de stockage de 130 TWh à mettre en rapport avec la consommation d'électricité de la France, qui est à peu près de 450 TWh. Et la consommation de gaz est d'ailleurs à peu près équivalente. En fait, c'est une obligation pour pouvoir passer l'hiver parce que le gaz, ça sert surtout dans l'industrie et dans les maisons pour les chauffer. Et donc, il y a ces infrastructures qu'on voit pas parce qu'elles sont souterraines, mais qui existent depuis très longtemps et que nous, on souhaite valoriser dans cette perspective de 100% renouvelable. Donc voilà, ça donne une idée des proportions des différentes technologies de stockage pour résoudre notre problème systémique à 100% renouvelable. Mais encore une fois, on n'y est pas. Alors dans Négawatt, on a les stations de pompage turbinage augmentent leur capacité et on a sinon le power to gas, alors avec le jaune foncé qui est l'hydrogène, je pense. Non, c'est l'hydrogène en jaune clair qui est l'usage de l'hydrogène et le gros la troupe, c'est le méthane, donc via la méthanation. Donc ça, c'est le 100 négawatt. Alors, pourquoi on parle de stockage aujourd'hui plus qu'on ne le faisait il y a encore pas très longtemps? Il y a un phénomène que vous connaissez certainement, qui est l'augmentation des heures à prix négatif, qui affecte beaucoup la production, surtout photovoltaïque. C'est beaucoup plus dû au photovoltaïque qu'à l'éolien, parce qu'il y a une disproportion, on va dire, de développement des technologies. Et donc, on est aujourd'hui à 500, enfin l'année dernière, on était à 500 heures de prix négatif. Ça concerne, il y a quand même 1,6 TWh de production qui est perdu. Et RTE nous dit que ces phénomènes vont augmenter dans les 5 prochaines années, ils vont être multipliés par 2 ou 3 si on ne fait rien. Donc ça ruine en grande partie les modèles économiques du photovoltaïque. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent. Donc ça fait déjà, donc on le réflexe, c'est de dire plutôt que de perdre cette électricité, on va la stocker et on va l'utiliser ou la vendre ou l'injecter dans le réseau à un autre moment. Il y a une deuxième, c'est aussi lié, ça c'est des politiques publiques. Vous savez certainement que les tarifs d'achat baissent de manière drastique et de plus en plus forte. Bon, il y a une claire volonté de favoriser les gros producteurs de photovoltaïque, mais tout ce qui est bâtiment, et pas seulement particulier, hein, même avec les appels d'offres qui sont réduits à 100 kW, enfin, je vous passe les détails, mais en tout cas, on a un resserrement très fort du marché du photovoltaïque. On le voit avec la baisse au dernier trimestre 2025 des demandes de raccordement. C'est pas une conséquence inattendue, hein, c'est une volonté de l'État de limiter alors, il y a la CSPE, le coût que ça a derrière, mais on va dire, parce qu'on est entre nous, il faut laisser la place au nucléaire quand même, maintenant qu'il semble remarcher et on croit qu'on va en faire quelques dizaines dans les années qui viennent. En tout cas, ce problème, c'est un problème très concret aujourd'hui, donc qui pousse aussi tout le monde, les opérateurs, les développeurs, à réfléchir au stockage. On a de l'autre côté une baisse très rapide du prix des batteries, alors, tirée par l'industrie automobile encore une fois, mais ce prix a été divisé par 5 en 10 ans, ce qui est assez spectaculaire. Alors, ça ressemble beaucoup à la baisse du coût du photovoltaïque sur certaines périodes. Il y a quand même une petite différence, c'est que là, on va dire, sur 5 à 10 ans, ça va probablement continuer à baisser, mais ça va ralentir. Le photovoltaïque, lui, a commencé sa baisse il y a plus de 30 ans, il continue à la faire, et les technologies en magasin nous disent que ça va continuer. Alors à tel point d'ailleurs que l'investissement dans un système photovoltaïque aujourd'hui, les panneaux représentent entre 15 et 20%. Il y a 30 ans, ils représentaient 80% du coût. Donc ça devient une commodité et c'est plutôt les autres sujets qui deviennent majeurs dans le développement du photovoltaïque. Mais en tout cas, cette baisse du prix des batteries, ça incite aussi à les regarder comment les utiliser. Et ça, la conséquence de ça, c'est qu'il y a une augmentation. Là, on parle des batteries stationnaires, je ne parle pas des batteries des véhicules électriques, hein, mais en tout cas, il y a une évolution importante. Ils s'en installent beaucoup dans le monde, 315 gigawattheures. Alors,
en matière de batterie, on parle de gigawatts, c'est la puissance, et des fois on parle de gigawattheure, c'est l'énergie. Et la différence entre les deux, hein, c'est le temps, évidemment. Aujourd'hui, l'immense majorité des batteries ont une capacité, ce qu'on appelle d'une heure. Donc, on a une équivalence sensible entre gigawattheure et gigawatt. Alors, ça va diverger, puisque la durée de stockage des batteries a tendance à augmenter. Hein, vous avez tout à l'heure sur le schéma parlé de 4 heures, 8 heures, etc. Mais aujourd'hui, là, je dis ça parce que sur le slide, je parle de gigawattheure au début, de gigawatt après. Mais en tout cas, ce qui est installé aujourd'hui, c'est sensiblement autour d'une heure, hein. Enfin un peu plus d'une heure, mais il n'y a pas de grande différence entre gigawatt et gigawattheure. Alors en Europe, il y en a beaucoup qui s'installent, de 27 gigawattheures, dont plus de la moitié utilisent Scale, c'est-à-dire que c'est des grands systèmes, ce que je disais tout à l'heure, des systèmes de plusieurs mégawatts, voire plus, qui sont des systèmes professionnels dans des marchés très, très spécifiques, dont on parlera un tout petit peu tout à l'heure. Ils s'en installent beaucoup en Allemagne, 6,6 gigawatts, 5 en Italie et 0,3 gigawattheures en France. Pourquoi essentiellement parce que la batterie n'est pas compétitive. On a un prix de l'électricité côté consommateur avec le système des TRV, dont on pourra discuter longtemps sur la réalité économique. En tout cas, du point de vue des acteurs du marché aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique évident pour les batteries en France, compte tenu du bas prix de l'électricité qui devrait être maintenu dans les années qui viennent, puisqu'on est plutôt en surproduction que le contraire, et c'est probablement quelque chose qui va durer. En témoignent les efforts de l'État pour accélérer l'électrification. On compte beaucoup sur l'augmentation de la consommation d'électricité pour la transition. Elle ne vient pas, en tout cas dans la mobilité et dans le bâtiment. Et du coup, on a la conséquence très concrète de cette stagnation de la consommation parce qu'on a des prix, malgré des prix bas, on va dire, c'est que on a peu de batteries qui s'installent encore en France, et je pense que ça va pas accélérer du jour au lendemain. Enfin, ça devrait évoluer, mais peut-être pas si vite que ça. Toujours est-il qu'à horizon 2050, en tout cas la présidence de RTE dans ses travaux de scénarisation, ce serait 2,8 gigawatts en 2030. On en a donc un doublement dans les 5 ans qui viennent, donc ce qui est une augmentation sensible, mais pas gigantesque non plus. Et suivant les scénarios, on passerait entre 5 et 30 gigawatts en 2050 dans les travaux de RTE, donc ce qui est assez considérable. Là, par contre, savoir à quel niveau de la fourchette on va se trouver, c'est aujourd'hui très très difficile à dire. Alors ça, c'est pour la partie, on va dire, système électrique, enfin la présence de la batterie physique dans le système électrique. Mais ça devient un petit peu plus compliqué. Si vous avez des projets de batterie, d'installer des batteries parce que vous perdez par exemple de la production en été, il va falloir regarder de près ce graphique. Alors désolé, il est là en anglais, j'ai pas trouvé l'équivalent en français. Mais en tout cas, les batteries, en fait, elles peuvent faire beaucoup de choses différentes d'un point de vue technique, et d'un point de vue contractuel, mais ça veut dire aussi les modèles économiques sous-jacents sont très différents les uns des autres. Ça va du côté de la production, il y a le réseau et la partie consommation, y compris d'ailleurs pour les sites isolés qui sont mentionnés ici pour mémoire. Mais en tout cas, chaque acteur du système électrique peut utiliser les batteries pour ses propres besoins avec un modèle économique qui est alors existant à créer ou quoi, mais en tout cas qui est sous-jacent. Donc si on regarde d'un peu plus près, il y a 3 grandes familles. La première famille en haut, là, c'est les services systèmes. Donc c'est les batteries qui servent à l'équilibrage du système, mais plus sur ce qu'on appelle les services systèmes, c'est l'équilibrage immédiat. C'est pas la quantité d'énergie qu'on va déplacer d'un moment à un autre. C'est vraiment donc le réglage de la fréquence, le réglage de la tension, l'inertie, enfin voilà, tous ces services qui sont ici au milieu, qui sont vraiment essentiels, qu'on appelle les services système ancillary service en anglais, qui sont aujourd'hui, en fait, les batteries sont déjà positionnées sur ces activités-là, et notamment sur les réserves primaires et secondaires. Je veux pas trop rentrer dans la technique parce que sans ça, je pense que je vous saoulerais et j'aurais pas le temps. Mais en tout cas, il y a des timings d'intervention quand il y a un déséquilibre entre consommation et production dans le système électrique. Il y a donc la fréquence qui est le paramètre le plus important qui doit être maintenu. Et pour la maintenir, il faut intervenir dans des délais très rapides. Donc il y a 3 niveaux
de délai. Le premier, c'est c'est ce qu'on appelle l'AFR, c'est la fréquence. Attendez, excusez-moi, c'est le containment, c'est la protection en fait, c'est dans les 30 secondes. Après, il y a la restauration, c'est dans la demi-heure, et puis après, il y a l'équilibrage qui se fait sur un temps plus long. En tout cas, sur la fréquence primaire et secondaire, aujourd'hui en Europe, la réserve primaire est quasiment à 100% assurée par des batteries. Et la réserve secondaire, elle a été ouverte il y a peu de temps en France aux batteries, mais elles prennent une place de plus en plus importante. Et c'est ces deux marchés-là en fait qui tirent l'installation de batteries par plutôt, donc c'est un milieu professionnel, hein, c'est pas du côté de la consommation, mais c'est aujourd'hui ce à quoi ça sert le plus. Mais par contre, alors c'est très rémunérateur parce que le risque, s'il y a des équilibres dans le système électrique, c'est un blackout. Hein. Enfin, alors le blackout espagnol, c'est pas le sujet, mais il n'est pas dû au renouvelable. Je le précise ici. Il y a eu un webinaire qui a été fait là-dessus par Negawatt il y a pas très longtemps. Vous pouvez aller le regarder. Mais en tout cas, on voit bien que ce type de phénomène a des conséquences économiques vraiment importantes. Donc le coût la valeur, on va dire, de l'intervention des batteries est très élevé, mais pour des volumes qui sont très réduits. Hein, la réserve primaire en France, c'est 600 mégawatts, donc c'est pas grand-chose, et à l'échelle européenne, c'est 3000 mégawatts qui sont déjà faits par les batteries. Les réserves secondaires, c'est un peu plus, et c'est déjà bien monopolisé par les batteries. Et donc, il n'y a pas beaucoup de place pour de nouveaux entrants dans ces activités-là. Et en plus, c'est très technique, c'est des activités de marché. Enfin voilà, ça concerne peu on va dire, le commun des mortels. Alors, le deuxième type d'action sur lequel peuvent agir les batteries, c'est ce que j'appelle l'optimisation des actifs. Alors là c'est le contraire, c'est typiquement l'augmentation de l'autoconsommation, c'est la réduction des charges, ça peut être voilà la gestion des congestions. Alors sur le système électrique là qui est au milieu, ça c'est un problème local, hein, les problèmes de fréquence, c'est une gestion sur l'ensemble du système électrique. Là, on est sur des problèmes locaux. Hein, c'est quand il y a en fait, les câbles ne sont pas assez gros pour faire passer toute la puissance dont il y aurait besoin, notamment s'il y a de la production renouvelable qui arrive. Donc voilà, ça, les batteries peuvent servir à ce type d'activité, que ce soit pour les consommateurs, pour le réseau ou pour les producteurs, mais avec des modèles économiques qui aujourd'hui sont loin d'être garantis. Hein, enfin, il n'y a pas aujourd'hui, enfin à ma connaissance. Le coût d'investissement et de fonctionnement des batteries n'est pas suffisant, enfin c'est pas suffisamment bas pour justifier d'un point de vue économique ce type d'activité. Ça va probablement venir, mais il faut quand même rester prudent, d'autant plus que ça pousse beaucoup. Hein. Enfin, il y a des marchands de batteries, hein, bon, pour le dire très clairement, installer des batteries chez un particulier qui a un système photovoltaïque, ça sert à rien du point de vue du système. Du point de vue, alors ça peut augmenter son taux d'autoconsommation, mais dans des proportions qui vont rester de toute façon relativement modestes, et avec un coût d'investissement supplémentaire qui est énorme et qui peut pas être rattrapé du tout par les usages qu'on en a. On va dire que ça sert surtout à faire vendre des batteries. Et si on prend un peu plus de recul, il y a quand même un problème de matériaux parce que les batteries, il faut les fabriquer, donc il y a des technologies différentes. En tout cas, celle qui a le vent en poupe aujourd'hui, c'est le lithium-ion. Le lithium, c'est des réserves qui sont limitées au niveau mondial et dont les usages doivent être réservés à des usages justement qui sont prioritaires. Enfin, en tout cas, nous, côté Negawatt, c'est l'électrification de la mobilité. On a vraiment besoin de véhicules électriques et si on met en plus des batteries chez les gens qui servent à rien, on marche un peu sur la tête, quoi. Donc voilà, ces activités, enfin ces modèles économiques sous-jacents sont pas établis encore aujourd'hui. Et si ça l'est, ce sera probablement pas à l'échelle des consommateurs finaux. C'est plutôt des activités sur le réseau, alors réseau de distribution, réseau de répartition, c'est-à-dire que entre Enedis et RTE, on va dire. Ça peut être éventuellement, mais vraiment sous réserve d'inventaire précis du côté des collectivités locales ou des choses comme ça. Mais il faut rester prudent sur l'intérêt de la chose aujourd'hui. Aussi bien du point de vue, j'ai envie de dire, écologique qu'économique. Et puis le troisième apport des batteries, ça va être, alors ça c'est du plus long terme, sur la planification du réseau, sur l'évolution de la structure du réseau. Et là, ça concerne vraiment que les opérateurs de réseau. C'est pour ça que c'est au milieu. Donc ça peut permettre de faire des économies d'infrastructures de réseau, de
de câbles, de poteaux, etc. Et ça, mais ça, c'est encore, c'est pas de la science-fiction, mais c'est dans la prospective. On va dire que on n'y est pas encore tout à fait. Donc, en tout cas, d'un point de vue systémique. Donc voilà, les batteries, ça sert à tout ça, et pour s'y retrouver dedans, bah, c'est pas simple. Surtout que ça peut pas tout faire en même temps. C'est-à-dire que si on choisit un modèle économique pour rentabiliser son investissement, on va pas pouvoir faire autre chose au même moment. Enfin, il y a incompatibilité, ce qui rend les choses assez compliquées pour les prises de décision d'investissement, par exemple. Alors aujourd'hui, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les modèles économiques qui sont aujourd'hui utilisés par les batteries, c'est surtout les services systèmes et services réseau au milieu, la FCR, AFRR et MRPRR, qui sont les différentes classes de réserve primaire, secondaire et tertiaire. Le mécanisme de capacité, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui, mais vous le voyez, la flèche, elle va en bas, c'est-à-dire que les marchés sont saturés. Les marchés de réserve primaire et secondaire, ils sont déjà bien, donc ça devient plus rentable. Et les nouveaux entrants, il n'y a plus de place pour les nouveaux entrants. Il va falloir trouver autre chose. Après, la capacité, le mécanisme de capacité, donc c'est un mécanisme qui permet, auquel on peut faire appel aussi pour soutenir le réseau. C'est pas, c'est théorique pour l'instant. Ça devrait évoluer, mais c'est un petit peu. Il y a beaucoup de néocerveaux du côté de la Creux pour trouver des mécanismes qui permettent de valoriser, on va dire, cette possibilité du côté des batteries. C'est à surveiller, mais on n'y est pas encore. Pour ce qui est de trading day rate et intraday, alors là, on est sur le paiement de l'énergie, on n'est pas sur le service système. C'est quelque chose qui commence à apparaître. Vous voyez, le spread, ça, voilà. Donc, on constate des phénomènes sur le comportement économique des réseaux qui devraient laisser de la place à ce type d'activité. Mais, vous voyez, il y a de la volatilité des fluctuations. Le problème, c'est que c'est plus difficile à prévoir dans l'avenir que dans le passé. Et que donc, les modèles qui permettent d'exploiter les batteries sur ces activités-là sont encore aujourd'hui assez fragile, prospectif. Hein, faut être prudent et de toute façon, ça concerne pas les citoyens ou les collectivités locales à date. Et puis il y a ce que je vous disais tout à l'heure, l'optimisation des congestions locales. Alors ça commence à intéresser beaucoup RTE et Enedis sur l'interface entre les deux. Ça se regarde, ça va probablement évoluer dans les années qui viennent, mais pas si rapide que certains voudraient. Mais voilà. En tout cas, ces trois activités-là, c'est pas ce que vous ferez à la maison entre remplir vos batteries la journée et consommer le soir. Ça a à peu près rien à voir d'un point de vue technique et économique. Et puis voilà, je crois que j'ai pratiquement terminé. Donc voilà, la conclusion, c'est que le stockage d'énergie, tout le monde le sait, ça aura un rôle de plus en plus important dans la transition énergétique. Il y a beaucoup de cas d'usage, il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de modèles économiques, donc c'est très difficile de s'y retrouver. Aujourd'hui, il faut être prudent. En tout cas, les offreurs, il y a une offre qui est surabondante et il faut être prudent pour y répondre. Vraiment, un truc important, c'est qu'on ne peut pas faire plusieurs choses différentes avec le même actif de stockage, donc il faut arbitrer. Et les déterminants de tout ça sont à la fois complexes et mouvants. On a des technologies qui sont émergentes, qui évoluent très rapidement, un système électrique qui évolue aussi, des jeux d'acteurs qui ne restent pas les mêmes, etc. Donc voilà, le message principal en tout cas pour ce qui est du Pékin moyen, j'ai envie de dire, du citoyen, c'est du recul et de la prudence qu'il faut avoir par rapport à des choses qu'on essaye de vous vendre, soit en rêve, soit en euros pur et dur. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite. Voilà, donc je suis disposé à vos questions, vos remarques sur tout ça. Bah, c'est super, merci beaucoup, c'était très intéressant. Effectivement, il y a déjà 2-3 commentaires, questions dans le chat. Du coup, je vais les lire, comme ça vous pouvez répondre en direct. Pour la viabilité et rentabilité d'une batterie isolée, les écarts de prix intrajournaliers et les taxes au soutirage et à l'injection sont déterminants, tandis que les niveaux absolus de prix sont d'une importance bien moindre à ma connaissance. Oui, alors quand ça s'appelle batterie isolée, c'est stand-alone, c'est-à-dire que c'est une batterie qui n'est pas associée à la production photovoltaïque ou éolienne. Hein. C'est une batterie qui est connectée au réseau, qui fait ça tout seul, si je me trompe pas. Donc effectivement, il y a la question de la fiscalité. Alors il y a les écarts de prix intrajournaliers.
Oui, c'est ce qu'on appelle, alors, si on revient là, c'est le day ahead, là. Intraday, c'est les marchés, voilà, c'est ici. Effectivement, c'est sur les écarts de prix qu'on joue. Alors, ces écarts de prix, il y a des statistiques du passé qui nous disent beaucoup de choses, mais prévoir l'avenir, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est très difficile. Donc, il y a un côté pari, hein. Enfin, c'est effectivement, et les taxes sont tout aussi importantes. L'environnement est pas tout à fait propice aujourd'hui. Alors, il y en a qui se risquent là-dessus, hein. C'est très bien, il faut y aller, mais il faut, voilà, c'est pas le niveau des prix. Effectivement, je suis d'accord avec la remarque. Donc, pas de souci. Merci. Il y a encore en matière de lithium-ion, selon SPUL notamment, les besoins en minéraux des batteries représentent entre 1 et 10% maximum des besoins du marché de la mobilité véhicules électriques. Ouais, ça doit être exact et ça veut dire que Eric Juncker a dû regarder le webinaire de mes collègues d'Espul il y a quelques jours sur le sujet parce que je pense qu'ils en ont parlé, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur, oui. Et de la même personne, comment peut s'expliquer la file d'attente pour le raccordement des batteries de l'ordre de 13 gigawatts par des majors de l'électricité et des acteurs spécialisés s'il n'y a pas de rentabilité? Ben moi, j'appellerais ça le pied dans la porte. C'est-à-dire que alors j'ai un projet en plus à côté de chez moi qui est au croisement d'une ligne THT et d'une ligne HTA. Alors je sais pas si ça parle à tout le monde, mais ça veut dire que et c'est un gros opérateur dont je ne citerai pas le nom, mais il veut travailler, il cherche à aller sur les services systèmes, donc la très haute tension, hein, c'est vraiment c'est les services systèmes. Donc là, il y a des possibilités, mais faut jouer des coudes pour y rentrer. Mais s'il y a la ligne HTA, c'est parce qu'il va sur le réglage des congestions, qui est un problème local. Donc voilà, les opérateurs, c'est des gros opérateurs, hein, voilà, c'est les majors d'électricité, effectivement. Eux, alors je dirais pas c'est la spéculation, mais ils prennent position sur des sites qui sont potentiellement exploitables, mais pas aujourd'hui ni demain. Enfin peut-être demain ça va commencer, mais surtout pour plus longtemps. Donc je pense qu'il y a une logique ouais, de spéculation essentiellement sur le foncier, enfin le foncier. Ça prend pas des grandes surfaces, mais il faut les mettre aux bons endroits ces actifs-là. Notamment, il faut qu'ils soient raccordables, etc. Et donc, pour moi, c'est une bulle en fait. D'ailleurs, dans RTE se méfie énormément. De même, d'ailleurs, on a une autre bulle hein, qui est un peu miroir de celle-là, c'est les data centers, où il y a si tous les data centers qui sont en demande de raccordement sont raccordés, on saura pas quoi en faire. Voilà. Là, il y a un peu ce même phénomène-là. Ils prennent des positions, alors avec des risques. En plus de ça, contrairement aux renouvelables, il n'y a pas tout ce qui est urbanisme, tout ce qui est permis de construction, il n'y a pas d'autorisation. C'est très simple. C'est pas réglementé du tout la batterie. Vous dites je mets la batterie à cet endroit-là, vous pouvez. Donc ça veut dire et ils vont payer un loyer modéré. Alors, le projet à côté de chez moi, ça va prendre au total 2 hectares de terres qui sont de toute façon pas du tout productives. Donc ils vont payer un loyer mini aux propriétaires fonciers. Ça peut attendre des années, puis le jour où ça va voilà, je pense que c'est ce type de phénomène-là qui fait une espèce de bulle. Et je pense pas, enfin, je pense qu'il va y avoir du ménage dans les demandes de raccordement dans les mois, les années qui viennent. Enfin, en tout cas, les 13 gigawatts, si on les installe, on ne saura pas trop quoi en faire. Il n'y a pas de modèle économique derrière, donc il y a quelque chose qui cloche là-dedans, quoi. Ok, c'est très clair, merci beaucoup. Et merci aussi d'avoir participé dans le chat. Puisqu'on a un peu de temps, je propose aussi aux participants d'ouvrir leur micro s'ils veulent poser directement leurs questions. Sinon, moi j'avais une question. On entend pas mal Oui, et parler si du... une remarque sur Ah, derrière les autres en UE, dans le chat, là, je viens de dire. Oui, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La cause principale du retard, entre guillemets, de la France sur l'installation des batteries, c'est la surproduction d'électricité qui, quand même, on a exporté 90 TWh l'année dernière, hein, donc du nucléaire et des renouvelables, essentiellement, et un prix de l'électricité, alors je dis bien un prix, le coût c'est un autre sujet, mais un prix de l'électricité qui est très bas, donc qui rend la rentabilité des batteries qui est beaucoup plus compliquée en France qu'ailleurs. Et ça, c'est une situation qui, je pense, va durer encore pas mal, quoi. Désolé, j'ai coupé la parole. il n'y a pas de souci, c'est bien si vous avez pu voir directement le message. Oui, j'avais une question. Je trouve qu'on entend parler de plus en plus du lithium qui est récupéré dans les processus de géothermie.
Mais est-ce que c'est significatif comme quantité ou c'est vraiment rien à l'échelle nationale? Alors, je suis pas spécialiste du sujet, mais ce que j'en comprends, c'est pas grand-chose quand même. Ah oui, il y a l'ouverture des mines de lithium en Europe qui est un gros sujet. Enfin, il y a des projets. Alors, en géothermie, il y a aussi le projet dans l'Allier là qui semble avancer. Alors là, pour moi, il y a une question à la base qui est quand même une question philosophique. C'est que si on a besoin du lithium, enfin, on a besoin en tout cas de batteries, c'est sûr et certain. Les technologies lithium-ion aujourd'hui, elles ont le vent en poupe. Alors c'est pas les seules, il y en a d'autres qui arrivent, mais qui sont très prometteuses, mais qui sont pas encore établies. En tout cas, dans l'état actuel des choses, on peut difficilement nier le fait qu'il y a besoin d'augmenter le lithium, enfin la production de lithium. Et ça, qu'on le fasse chez nous, me semble sain d'un point de vue philosophique, on va dire. C'est-à-dire, et on vit encore là-dessus, hein, on a rejeté toutes les questions environnementales, d'extraction minière, etc., dans des pays exotiques, que ce soit en Chine ou en Afrique, etc. Le lithium, alors il est moins, il y en a un peu partout du lithium. Enfin, il y en a pas, il y en a pas. C'est pas localisé dans un seul pays comme certains, comme le cobalt ou le manganèse, etc. Et donc on en a effectivement en France, et je pense que c'est une bonne chose qu'on se pose la question et qu'on avance sur ce sujet-là. Alors après, sur la question des gisements eux-mêmes, je sais qu'il y en a en Alsace, hein, on en a entendu parler, mais là, je connais moins le sujet. Euh, je, je, je serai prudent dans ma réponse, mais je pense pas que les quantités en jeu soient à la maille alors, peut-être de ce dont on a besoin aujourd'hui, peut-être, mais de ce qu'on aura besoin dans une logique de transition, notamment du côté, c'est surtout l'industrie automobile hein, qui pose question, parce que c'est le lithium-ion est vraiment adapté à la mobilité. Pour les batteries stationnaires, il y a d'autres technologies qui sont plus facilement abordables. D'ailleurs, la technologie traditionnelle qui s'appelle acide plomb, elle a fait ses preuves, elle continue à être utilisable, mais je pense que c'est pas à la hauteur de nos besoins, surtout si on va sur la mobilité lourde. Si on met des camions électriques, là on va avoir besoin d'énormes quantités de lithium. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas aller le chercher. Voilà, c'est pas parce qu'il y en a pas assez qu'il faut pas le faire. Mais évidemment, les conditions environnementales, les conditions d'acceptation sociale, etc., sont essentielles. Il ne s'agit pas de dire on fait n'importe quoi, n'importe où. En tout cas, un refus de principe me semble malvenu aujourd'hui. Et ça n'engage que moi. Merci beaucoup. Alors, je peux donner la parole à François, et puis après, il y a une autre question dans le chat. Du coup, vous pouvez poser votre question, François Part-ENL. Peut-être que la main levée ne s'est pas fait exprès. Sinon, il y a une question. Et si assumer nos consommations avec des mines à côté de chez soi nous permettrait de réfléchir enfin à la sobriété? Oui, mais c'est la sagesse légendaire de Bruno, que je connais bien. Oui, effectivement, enfin, ça renvoie à cette question-là. Si on voit pas les dégâts de nos actions, on s'en fiche, alors que si on les a sous le nez, ben, on fait attention, et ça incite à la sobriété. C'est pour ça que je disais que c'est une question de philosophie au point de départ, quoi. Évidemment, il y a des sujets beaucoup plus terre à terre, techniques, économiques, etc. Mais celui-là me paraît essentiel, et Negawatt ne dira jamais le contraire, hein. C'est même le premier axe de Négawatt, si je ne me trompe pas. Exactement. Il y a une boîte en Alsace qui fait des systèmes de stockage inertiel à destination du particulier, quoi. C'est des choses qui font 10 kWh, je crois, un truc dans ce goût-là. Enfin, l'idée, c'est de conserver de l'énergie à l'échelle de 24 heures. Est-ce que ce genre de truc pourrait être appliqué à des échelles un peu supérieures, à des centrales villageoises ou des choses comme ça, Vous parlez de volant des d'inertie? projets qui font une centaine de kilowatts? Oui, Vous c'est parlez ça, de c'est volant centrale à d'inertie? inertie. Hmm. Bah, faut voir ce que ça coûte, ce que ça coûte en investissement, ce que ça coûte en fonctionnement.
apparemment, il y a des problèmes de bruit aussi, des problèmes de vibration, des choses comme ça. Enfin, je connais pas vraiment bien le sujet, pour être très honnête. Ça peut, en remplacement de batteries lithium ou autres, pourquoi pas. Mais je pense qu'il faut quand même être prudent parce que les quantités qu'on va déplacer, enfin, pareil d'un système de 100 kilowatts, enfin, je sais pas, je pense que si on va en déplacer une grande partie, ça va être assez coûteux, je crains quoi. Et la durée de vie de ces engins-là, je sais pas. Enfin, je pense que ça mérite d'être exploré, mais les retours d'expérience sont pas très très importants en volume. Et ils donnent pas, enfin, ça semble être une bonne idée, mais difficile de dire si c'est vraiment, si ça l'est vraiment, quoi. Là-dessus, joker, on va dire, mais prudence. En tout cas, de mon point de vue, pour une centrale villageoise de 100 kilowatts, c'est à comparer avec des batteries classiques, hein. Il faut quand même regarder les questions de garantie, de durée de vie, etc., qui sont quand même assez importantes. Et puis, au-delà de ça, le volume réel, c'est-à-dire qu'il y a des fois, il faut mieux perdre un peu d'électricité que de vouloir absolument garder, conserver le moindre kilowattheure qu'on va produire, quoi. Alors, on a la question de François dont le micro ne fonctionne pas. Donc, le scénario négawatt ne repose-t-il pas sur une version optimiste des rendements power to gas? Alors, c'est un sujet qui nous a été souvent dit. Alors, sur la partie électrolyse, on a les mêmes rendements que tout le monde, et sur la partie méthanation, on a quand même regardé ça de près. Il s'agit bien pour nous, sur le négawatt, l'usage du gaz renouvelable n'est pas le retour à l'électricité. Donc, on parle de stockage, mais on va mettre des guillemets autour. En fait, les excédents d'électricité, on a tellement de production renouvelable variable qu'on a des gros excédents. Vous avez vu dans le schéma, là, on a 130 TWh d'excédents, mettons. Mais le transformer en hydrogène puis en gaz, c'est pour la mobilité lourde. Et là, très franchement, on a un débat. Pour l'instant, même au niveau européen, on est à peu près les seuls à défendre ce point de vue-là, mais moi je continue à le faire. C'est l'usage mobilité lourde, le gaz renouvelable a vraiment sa place. L'électrique, alors aujourd'hui, on a des camions électriques, vous avez même des pubs à la radio pour acheter des camions électriques et on parle de primes, etc. Mais le prix d'un camion électrique, c'est énorme par rapport à un camion classique, alors qu'un camion GNV, c'est moins cher que le diesel à l'achat. Et après, alors, du moment qu'on a la chaîne de production, et sur les rendements, alors les rendements qu'on affiche, c'est avec récupération de la chaleur exothermique. Donc on monte à 80% maximum, sinon on est dans des rendements entre 60 et 70%. Donc ils sont pas terribles, hein, c'est clair que c'est pas super génial, mais c'est à comparer avec les inconvénients des autres solutions. Et aussi le côté systémique, c'est-à-dire que là on valorise le CO2 du biogaz. On a les infrastructures gazières qui existent, hein, on peut injecter. Les camions, c'est sur étagère, etc. Donc on a quand même des avantages comparatifs de la mobilité lourde au gaz renouvelable qui justifient, au moins en partie. Alors on pourra en redire plus parce qu'on est en train de faire une révision, hein. L'année prochaine, on n'aura peut-être pas exactement le même discours, en tout cas, il sera peut-être nuancé. En tout cas, sur les derniers exercices, on considérait que c'était le jeu en valait vraiment la chandelle, quoi, malgré des rendements qui sont pas extraordinaires. Ok, très intéressant comme précision. Il y a quelqu'un qui vous demande que pensez-vous de l'hydrogène blanc? Alors j'en pense que j'attends de voir ce que ça veut dire vraiment parce que ça fait partie des trucs qui débarquent d'un coup. Alors, l'hydrogène blanc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'hydrogène natif qui existe dans la nature. Il y a encore quelques années, les scientifiques nous disaient que ça n'existait pas. Bon, on a trouvé des gisements. Alors le BRGM, et je sais plus qui, je crois que d'ailleurs, je sais pas si c'est pas en Alsace, non? C'est dans quelle région française? Enfin, on aurait trouvé un gisement absolument extraordinaire. Bon, attendons d'en connaître plus sur les conditions d'exploitation, sur la profondeur, enfin, l'hydrogène c'est quand même une molécule qui est dangereuse, hein. L'hydrogène est explosif, hein. Il y a des tas de contraintes d'exploitation. Donc là, pour l'instant, bon, si ça se confirme, on va dire, c'est comme si on trouve le monde perpétuel. Enfin, je veux dire, il y a un moment, ça peut marcher tout seul. Bon, on n'a pas le temps d'attendre de savoir si ça va vraiment marcher, quoi. Et si ça marche, les conditions sont quand même assez compliquées. Voilà, on nous annonce des volumes extraordinaires, voilà, mais les prix on les a pas, enfin tout l'environnement ne l'a pas. Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle les technologies cul-de-sac dans notre jargon. C'est les nouvelles technologies cul-de-sac, c'est-à-dire
bah, c'est comme la fusion thermonucléaire, quoi. Reproduire le Soleil sur Terre, l'homme en rêve depuis la nuit des temps. On nous dit qu'on va le faire à ITER, mais c'est encore dans quelques dizaines d'années minimum. Et la transition énergétique, ça se rapproche. 2050, c'est dans 25 ans. Même si on tire à 2060, c'est quand même pas très loin. Et ce type de technologie ne me semble pas adéquate. Après, je peux me tromper et je serai le premier à le reconnaître si je dis des conneries. Hein. Mais voilà, je pense qu'il faut mieux s'intéresser aux choses dont on est sûr qu'elles marchent, même si c'est pas si terrible que ça, que de se prêter à rêver sur des nouveautés d'un coup qui débarquent comme ça et qui ont pour effet principal de détourner des sujets actuels sur l'énergie. Dans le contexte mondial actuel, ça semble être quelque chose qu'il faut éviter à tout prix, parce qu'on est vraiment là, on commence vraiment à être dans la tous ensemble, quoi, hein. Sur les questions d'énergie, on l'a vu, on le voit avec ce qui se passe dans différentes régions mondiales. Donc la transition est quelque chose de vraiment très très urgent. Il y a le changement climatique, mais il y a des tas d'autres raisons géopolitiques, etc. Et donc ne pas détourner sur des choses qui pourraient devenir des rêves, quoi. Mais encore une fois, si je suis contredit, je serai le premier à le reconnaître. D'accord, merci beaucoup. On a le temps pour une dernière question. S'il y a quelqu'un qui n'a pas pu encore s'exprimer via le chat ou en parlant directement. Eh ben, on dirait que vous avez été très clair et exhaustif, puisqu'il semblerait qu'il n'y ait plus de questions. Ou alors j'ai endormi tout le monde. Ça, je ne pense pas. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui vous remercient. Donc, je vous remercie également d'avoir pu intervenir pour ce webinaire. C'était vraiment très, très riche. Et comme Merci j'ai pour dit au début, l'invitation et merci pour la participation. Et, coucou à mes amis qui sont en ligne. J'en ai vu quelques-uns. eh ben, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci.